Prochaine intervention. Donc, sur l'actualité du plan satellitaire par Audrey Pelé du ministère de la Transition écologique. Alors, je vois que le nom du ministère a encore changé. J'avais pas vu. J'ai vu ça. Tu peux partager ton slide, Audrey? Non, non, il faut pas afficher le slide, il faut qu'il je- devine. Il faut que Cyril devine le bon ministère maintenant. j'allais dire et de la cohésion des territoires, mais je vois que dedans, maintenant, il Ça, y a c'est l'ancien. des. Ouais, voilà. Bon, bref. En tout cas, je te laisse la parole. Donc, Je veux dire même. transition écologique tout court, c'est plus rapide. Je ne sais pas si Ouais, vous voyez mon écran ou pas là. là, on ne le voit pas. On le voyait juste Mais on avant le voyait, oui. que tu essayes de me piéger avec le nom du ministère. Voilà, Est-ce que là c'est bon? c'est super, c'est bon. Ok, ben merci Cyril. À toi la Oui, donc parole. aujourd'hui je vais vous présenter le plan d'application satellitaire du ministère. Donc en trois parties. Donc déjà, à quoi sert ce plan, quel est son objectif, le contexte. Et puis après, je ferai un petit point sur les ressources et les compétences à mobiliser quand on veut se lancer dans un projet qui utilise des données satellitaires. Et puis je finirai par illustrer avec un retour d'expérience et on abordera quelques notions de coût et d'impact socio-économique. Alors, le plan d'application satellitaire, donc c'est un plan qui date depuis 2011. Il y a eu des versions successives de ce plan, donc au ministère. Et c'est un plan en fait qui vise à favoriser l'utilisation des données spatiales, donc que ce soit les données images satellites ou les données de géolocalisation, par les ministères, leurs opérateurs, les collectivités territoriales, pour suivre l'état de l'environnement et définir, préparer les politiques publiques environnementales. Audrey, excuse-moi, juste, sur ta présentation, on est toujours sur la première diapo. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon. Désolée, du coup, quand je passe en diaporama, ça passe pas. J'avais le même souci ce matin. Bon, tu peux rester ici, hein, c'est suffisamment visible. Ça marche. Désolée. Donc, du coup, il y a ce plan, donc le plan précédent 2018-2022 était constitué par une vingtaine d'actions thématiques. Donc, il y avait 20 actions très diverses, allant de l'occupation du sol à la biodiversité, où on avait un pilote d'action et un développement d'une application satellitaire. Donc, ça a eu des bons côtés. Ça a permis d'initialiser notamment le site ApplySat que je vais vous montrer par la suite. Ça a permis de stimuler l'émergence de quelques services satellitaires. Par contre, comme c'était des actions ponctuelles ou one-shot, ça n'a pas vraiment permis de massifier ni de démocratiser l'utilisation, ni de pouvoir passer à l'échelle. C'est vraiment le passage à l'échelle qui est très difficile. Et donc, pour le plan 2023-2027, on a décidé d'orienter d'une manière différente, non plus sur le développement de services, mais plutôt sur le déploiement de ressources pour diffuser la culture d'utilisation de ces données. Donc, l'objectif, ce n'est pas que tous les agents soient capables d'exploiter ou traiter une image satellite, pas du tout. C'est juste savoir que ça existe, comprendre ce que ça permet de faire et de ne pas faire, et de se poser la question de savoir si dans son projet, sa problématique, ça peut avoir un intérêt d'utiliser ce type de données. Donc, pour préparer cette nouvelle version du plan, il y a eu toute une phase de dialogue avec les utilisateurs et futurs utilisateurs du plan pour essayer en fait de les associer au maximum pour que le plan soit utile pour eux. Donc, on a travaillé autour de trois grands axes. Donc, une partie qui tourne autour de l'acculturation et de la formation. Donc, pour ça, on a fait 3 ateliers en intelligence collective avec diverses entités dont vous voyez les logos à l'écran. Ça a permis de générer plein d'idées. On a fait la même chose pour travailler sur la mutualisation, donc vraiment essayer de mettre en commun des besoins, réfléchir à des développements d'applicatifs qui pourraient être utiles à plusieurs, et puis travailler sur l'accompagnement. Et puis, en dernière partie, qui était l'idée de pouvoir partager toutes les ressources qu'on va développer au cours du plan à un public un peu plus large, donc notamment les enseignants et les étudiants. Donc concrètement, le plan, c'est un document. Vous pouvez le retrouver avec le QR code à côté. Donc il est sur le site du ministère. Et donc dedans, on va retrouver les 5 grands axes qui sont déclinés à chaque fois en objectifs. Et pour chaque objectif, on a
des actions et des sous-actions. Donc, pour l'axe 1, donc c'est tout ce qui relève de l'acculturation et la formation. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des ressources, informer sur ce qu'on peut faire, former. L'axe 2, c'est tout ce qui va être dispositif d'accompagnement technique ou financier. Et l'axe 3, c'est on va travailler sur la capitalisation, le partage autour de la commande publique et le transfert de solutions. Donc, quand une solution est développée, voir comment elle peut être réutilisée sur un autre territoire ou par un autre acteur. L'axe 4, c'est l'idée de créer un écosystème et de travailler avec une communauté d'utilisateurs. Et l'axe 5, qui est un peu de diffuser à un public plus large. Donc, concrètement, tout ce qu'on va produire en fait au cours du plan va être mis à disposition en ligne sur le site applisat.fr, qui est un site co-géré avec le CEREMA. Et dessus, vous allez, donc c'est un site internet classique ouvert à tout le monde. Et dessus, vous allez retrouver des informations, des retours d'expérience. Donc, ça peut être sous forme de fiches, sous forme de vidéos, différentes ressources qu'on va aborder après. Et puis, il y a une partie plus forum de discussion, donc pour permettre aux personnes, donc aux utilisateurs, d'échanger entre eux ou de poser des questions à des experts techniques, qui, elle, est hébergée sur un autre outil du CEREMA qui s'appelle Expertise Territoire. Donc là, vous voyez l'interface de cet outil. Donc, il y a 2 étapes. En fait, il faut d'abord s'inscrire à Expertise Territoire, qui est le site du CEREMA sur lequel donc, il fonctionne par communauté. Donc, il y a des communautés selon les thématiques de travail du CEREMA. Ça peut être par exemple les énergies renouvelables. Et puis, on en a créé une nouvelle sur satellitaire, donc qui est le prolongement d'Applisat. Et donc, une fois que vous êtes inscrit sur Expertise Territoire, vous pouvez retrouver, aller chercher dans l'espace Applisat, la communauté du satellitaire. Donc, c'est une communauté qui est visible à tout le monde, qui est ouverte, mais si vous voulez poser des questions, écrire ou publier du contenu, il faut s'inscrire. Donc, ça fonctionne sous la forme d'une page avec un fil d'actualité. Vous avez des informations. On relaie dans la partie événements, notamment les événements organisés par le CNES, Dataterra, l'écosystème. Il y a une partie donc questions-réponses pour poser des questions. L'idée était de pouvoir, dans l'optique de mutualiser les besoins et le transfert de solutions, pouvoir échanger sur des cas d'utilisation, des retours d'expérience. Et puis, on a ouvert cette communauté récemment aux acteurs privés. Donc là, vous voyez l'exemple d'une entreprise qui travaille notamment sur la détection des déchets et des dépôts sauvages, donc qui est venue, a fait une page, un billet pour expliquer son activité. Donc, l'idée est de favoriser justement le lien entre les acteurs privés et publics, puisque dans de nombreux cas, ce sont des acteurs privés qui développent les solutions techniques. Donc, pour animer cette communauté, on organise des webinaires. On essaye d'en faire un tous les 2 mois à peu près. Donc, ça peut être sur des thématiques d'application. Donc, un exemple des feux de forêt ou des îlots de chaleur urbains. Ça peut être à destination de publics plus précis. Donc là, on en avait fait un qui était à destination des collectivités locales. Ou ça peut être un dispositif ou une structure qui vient présenter son fonctionnement. Donc, par exemple, Dataterra, les ART étaient venus expliquer la nouvelle organisation. En termes de ressources et de compétences. Donc, déjà, quand on parle d'un projet qui va utiliser les données satellitaires, on a un peu une petite précision de vocabulaire. Donc, on peut parler de données, produits ou de services. Donc, une donnée, c'est vraiment la donnée brute qui va être issue du capteur satellitaire. Le produit, ça va être un produit dérivé de la donnée brute. Donc, ça va être concrètement un produit cartographique que vous pouvez directement intégrer dans un SIG. Vous avez à droite des exemples de produits qui sont référencés sur Applisat. Donc, ça peut être des produits d'eau comme Surfwater, qui est un produit de surface en eau, un produit TIA qui couvre la neige ou de l'occupation du sol. Voilà, donc l'idée, c'est de montrer ici une diversité de produits cartographiques et à chaque fois, la fiche renvoie vers le site source et les liens pour y télécharger. Et puis, en dernier niveau, on a le service. C'est plus un outil de visualisation, donc avec une interface dynamique, qui va permettre d'observer les données en ligne, mais sans les télécharger.
Et donc sur ApplySat, l'idée est d'essayer de recenser toutes les plateformes qui donnent accès aux données aux produits pour essayer de simplifier un peu pour la personne qui débute, comprendre sur quelle plateforme elle peut accéder à quelles données et comment. Donc voilà, on va avoir pour chaque fiche une description des plateformes. Et là, on est en train de d'ajouter un système de filtre. Donc ce sera en ligne pour 2025. Donc l'idée est de pouvoir filtrer si une personne cherche des données payantes, gratuites, basse résolution, très haute résolution, plutôt pour une thématique hydrologique ou autre, et arriver, selon les filtres cochés, à avoir une liste ou une plateforme en fait qui répondrait à son besoin. On a également ce même système de recensement, mais pour les plateformes, donc ce qu'on a appelé démonstrateurs. Donc, c'est les outils de visualisation qui permettent d'observer, de manipuler de la donnée en ligne sans forcément la télécharger. Et on va retrouver notamment tous les plateformes des services Copernicus, qui en fait permettent de manipuler des données sentinelles de manière libre et gratuite. On va également avoir donc de recensement tous les dispositifs d'accompagnement technique. Donc on va retrouver pas mal de noms dont on a parlé ce matin. On va retrouver le SCO, on va retrouver le labo télé du CNES, une équipe de l'hygiène. Enfin, vous avez à gauche, donc c'est en format affiche, et à droite, il y a également en format vidéo, donc c'est des interviews de 2 minutes des responsables en fait des différents dispositifs qui expliquent à quoi sert le dispositif, les critères d'éligibilité. Et puis, vous avez la même chose avec les accompagnements financiers. Donc, on a notamment France 2030, qui était mentionné tout à l'heure, les différents guichets du CNES, et vous avez également le SCO et France 2030 en format vidéo. Donc, voilà un peu toutes les ressources qui sont mises à disposition donc, sur ApplySat pour essayer d'aider en fait les personnes qui veulent se lancer dans un projet qui utiliserait les données satellitaires sans trop y connaître. Et puis après, au-delà des ressources, il y a les compétences. Donc, savoir quelles compétences on peut mobiliser. Dans l'idéal, il faudrait des ingénieurs télédétection, mais c'est peu commun dans les services. Donc, souvent, c'est les SIGistes ou les géomaticiens qui vont compléter leur formation donc, avec la partie un peu télédétection, mais c'est quand même plutôt les bons interlocuteurs, et puis aussi les data scientists qui sont très à l'aise avec les données. Et après, pour faire de la maîtrise d'ouvrage, en fait, des notions en données géographiques peuvent suffire avec une petite formation en plus. Donc, en termes de formation, justement, dans le cadre du plan d'application satellitaire, en fait, on propose des modules de formation, c'est formation en présentiel, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir manipuler un peu sur ordinateur des données, pour que ce soit plus concret. Donc, l'idée, c'est de montrer l'utilisation de ces applications pour les petits publics. Donc, il y a 3 modules. Donc, c'est des formations qui sont organisées, co-animées avec le CEREMA. Donc, il y a un module initiation qui est un peu découverte d'une journée, un module décideur qui est plus concis en 3 heures, plutôt pour essayer de toucher les niveaux hiérarchiques, pour essayer de les convaincre de vraiment l'intérêt d'utiliser ces données. Donc, ça va être plutôt orienté sur des cas concrets et les notions de coûts, bénéfices, limites, ce que ça permet de faire, pas faire. Et puis, il y a un module perfectionnement qui sera mis en place en 2025, qui est là, par exemple, plutôt à destination des géomaticiens. On a également, donc, en parallèle de ces formations en présentiel, une formation en e-learning. C'est ce que vous a dit rapidement Cyril ce matin en ouverture. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un MOOC en ligne pour aider à la rédaction de cahiers des charges pour la réalisation d'un produit ou d'un service satellitaire. Donc, vraiment des éléments pour aider à comment on fait appel à un prestataire, est-ce qu'il y a des spécificités aux données satellitaires qu'il faut penser à marquer, comment aider à sélectionner un prestataire. Et donc, la journée d'aujourd'hui permettra d'alimenter en partie le contenu de ce MOOC. Et donc, pour finir, je vais prendre un cas concret d'utilisation. Donc, sur ApplySat, on a des cas d'utilisation qui sont référencés
et qui sont classés par grande thématique d'utilisation. Donc là, je vous ai mis le panorama des thématiques. Et donc là, j'ai pris un exemple dans la catégorie risque. Donc et occupation du sol, un petit peu les deux. Donc c'est tout ce qui va être la détection et le suivi des dépôts illégaux de déchets. Donc on a notamment 2 territoires, la région sud et le département Seine-et-Marne, qui ont fait appel donc à des acteurs privés pour développer des plateformes qui permettent de suivre en fait les dépôts de déchets illégaux. Donc chaque territoire a ses caractéristiques propres. Donc la région sud, c'est plutôt des sols calcaires. En Seine-et-Marne, c'était plutôt les dépôts agricoles. Et donc pour passer rapidement sur la méthodologie, en fait, donc c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont basés sur de la très haute résolution spatiale, donc des images Pléiades, et qui vont permettre de détecter les dépôts de déchets. Et ensuite, c'est intégré dans une plateforme avec des formats SIG. Donc, ça permet de pouvoir identifier des sites. Ça estime des volumes de déchets, même si il y a encore un peu des incertitudes sur ces volumes. Et ça permet également d'avoir un contexte, donc de voir si ces dépôts sont proches ou non de cours d'eau, par exemple, de zones d'habitation, mettre en lien avec les permis de construire, les zones de chantier, ce genre de choses. Donc en termes de coûts, en région sud, il y a à peu près 100 000 tonnes de déchets sauvages qui sont déposés chaque année, avec un coût de résorption qui peut aller jusqu'à 90 millions d'euros par an. Et on a eu un cas d'un incendie d'une décharge illégale qui a causé beaucoup de dégâts, et l'évacuation des déchets qui restaient sur site était très importante et ont été estimés jusqu'à 4,5 millions d'euros. Donc ces chiffres, on peut les mettre en regard avec le coût de la plateforme. Donc la plateforme, c'est un projet pour la région sud qui a duré 6 mois, qui a permis d'identifier 772 sites pour un coût de 67 500 euros. Donc dans ces coûts-là, il y a la partie d'achat d'images. Avec les tarifs, là, ce que je vous mets, c'est les tarifs préférentiels obtenus via Dynamis, qui a été présenté tout à l'heure. La partie développement algorithme par l'acteur privé et puis les moyens humains. Et donc, si on projetait ce projet sur 1 an, en fait, on verrait que le montant représenterait 0,17% des coûts de résorption des dépôts. Si on regarde pour le département de Seine-et-Marne, donc là, l'expérimentation était plutôt sur les bords des routes départementales et les espaces naturels sensibles. Ils sont concentrés sur ce type d'espace. Et donc, on a estimé un coût de résorption pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros par an. Et si on regarde le projet donc, utilisant les données satellitaires, donc là, c'était un projet avec une photo à un instant T, donc c'était un état des lieux où ont été détectés 350 sites de dépôt pour un montant de 36 900 euros, avec pareil une part d'achat d'images toujours via Dynamis, le coût d'algorithme, de développement et puis de mise à disposition de la plateforme. Donc, c'est important de comparer les coûts de cette méthode aux bénéfices de l'intervention préventive. Donc, en fait, en repérant et en enlevant les dépôts le plus tôt possible, on va limiter l'accumulation de déchets. Et donc, le coût est estimé par l'ADEME à 900 euros par tonne. Donc, plus globalement, on peut dire que l'intérêt de ce genre de développement, il y a une partie d'automatisation donc qui va libérer des ressources humaines pour d'autres tâches. On a vu que c'est des plateformes, ce sont des plateformes collaboratives, donc qui sont partagées par différents acteurs sur le terrain. Donc ça permet de démultiplier l'action sur le terrain. Ça a aussi un effet dissuasif parce que plus les dépôts sont identifiés de façon précoce, plus ça limite l'ajout d'autres déchets par-dessus, et ça permet des interventions plus rapides des forces de l'ordre, notamment pour remonter aux contrevenants. Ça permet également d'avoir une gestion proactive des risques environnementaux. On peut repérer les zones à risque qui risquent d'être des futures zones de dépôt, notamment toutes les zones de chantier. Ça permet d'anticiper les risques de départ de feu.
Ça permet d'adapter des stratégies de surveillance en fonction de la vulnérabilité des zones, que ce soit à proximité des cours d'eau ou d'habitation. Et puis, ça peut également aider à la prise de décision politique. Donc, les données collectées, en fait, vont aider à orienter les politiques locales en identifiant les causes. Par exemple, on a vu dans ces études que beaucoup de dépôts étaient situés à moins de 10 minutes des déchetteries. Donc, le problème, ce n'est pas l'absence de déchetterie, mais ce serait plutôt le coût du fait qu'elle soit payante. Donc, voilà, ça laisse imaginer ensuite des solutions plus adaptées. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des éléments que vous souhaiteriez partager, que ce soit sur Applisat ou via un webinaire ou via la communauté expertise territoire. Donc, ça peut être un cas d'utilisation que vous souhaitez valoriser, ça peut être un événement dont vous souhaitez diffuser l'info, communiquer sur la date d'un événement, ça peut être une formation, ça peut être un produit cartographique qui est développé ou une nouvelle plateforme d'accès aux données. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci, merci Audrey pour cette présentation très claire. Je vois dans le chat qu'il y a une question effectivement de Pascal Dumoulin sur le contact sur le projet de détection des dépôts illégaux. Alors, pour information, donc lors de la table ronde qui suivra une intervention, enfin à partir de 14h30 ou aux environs, il y aura effectivement Claire Ajoux qui sera présente pour la région Sud et qui pilotait ce projet dont a parlé Audrey. Donc ça, c'est une première réponse. Pour le contact côté Seine-et-Marne, ça, je ne sais pas. Audrey, si tu l'as ou si tu veux le transmettre. Oui, alors en fait, les fiches qui sont sur Applisat, pardon, je pourrais vous envoyer les liens et en fait, à chaque fois, il y a un contact D'accord? donc, qui est identifié avec un mail. Très bien. Merci. Une question de Claire Tinel, encore et toujours. Hop, je remets mon micro. Oui, merci beaucoup Audrey pour cette présentation qui était super claire. Juste pour dire, en fait, les dépôts illégaux, ce qu'on appelle les décharges illégales, je pense qu'en fait, ça a été une étude qui a été réalisée via la beauté du CNES, si je ne me trompe pas. Et moi, je suis très intéressée en fait pour avoir des contacts là-dessus et si les personnes sont intéressées pour mettre en contact les personnes. Alors, je crois, Claire, que de mémoire sur Expertise Territoire, il y a dans le fil questions-réponses, je crois que enfin, il y a une discussion qui est ouverte sur ce sujet, où justement, c'est comme ça qu'on a obtenu différents contacts. Donc, on peut retrouver l'historique et la conversation est toujours ouverte, donc ça permet de rajouter des nouveaux projets. Mais ouais, Oui, bon, si jamais je peux vous contacter après, bien sûr, je pense que avec voilà, plaisir. sur les décharges illégales, c'est alors je sais plus si c'est un projet du SCO ou un projet du Laboté. Il faut que je me renseigne. C'est Mais un projet de la beauté, pas du SCO. du Laboté, d'accord. Merci. Merci. Philippe, une question? Euh, Ou Oui, pas. peut-être Audrey, à travers ce plan d'application satellitaire, finalement, à travers ce plan, à travers ces objectifs, est-ce qu'il y a finalement à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, est-ce qu'il y a des ambitions qui sont affichées pour utiliser la télédétection, pour utiliser les ressources qui sont mises à disposition hein, des utilisateurs, hein, des différents utilisateurs? Voilà, pour savoir un petit peu si finalement il y avait un plan d'attaque où aujourd'hui on est voilà, à travers des formations, à travers de la valorisation, etc. Il y a des actions qui sont engagées et si à un moment donné il y aura une accélération ou du moins un élargissement des actions qui pourraient être menées, quoi. Alors, dans le document, il y a vraiment comme un tableau Excel avec toutes les actions et sous-actions qui sont listées. Il y a
vous intéresse, je pourrais vous le transmettre. Il y a l'avancement de chaque étape. On fait un peu tout en parallèle, justement, pour essayer d'avancer au mieux. Après, en phase d'accélération, je dirais que c'est le projet France 2030 qui va vraiment donner un coup d'accélérateur avec pour les thématiques retenues, où il va y avoir vraiment une sélection d'acteurs privés et le développement d'applications qui vont être testés et utiles à différents acteurs publics. Donc là, c'est en train de se faire. Donc ils sont, selon les thématiques, c'est plus ou moins avancé, mais je pense qu'ils sont à peu près au niveau, on va dire, publication des appels d'offres. Et je pense que dans les 2-3 ans à venir, il va y avoir une accélération via ces marchés-là. Et après, pour les actions autres du plan, elles se font vraiment en parallèle tout le long de la durée de vie du plan. D'accord. Et peut-être la question aussi, c'est est-ce que de la manière dont se construit ce plan, en fait, et avec qui? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de parties prenantes. Est-ce que ça peut s'élargir aussi à des acteurs régionaux? Tout à l'heure, on parlait de Dataterra et à la mobilisation d'acteurs régionaux pour pouvoir affiner peut-être les objectifs à court, moyen et long terme. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est un petit peu en cercle fermé? Ah oui, non, non, c'est pas du tout fermé. C'est vrai, le plan, il a vraiment été conçu pour justement associer le maximum d'acteurs possibles et le faire évoluer tout le long de la durée de vie du plan. Donc, au contraire, Dataterra a été associé voilà, dès le début. On a eu des échanges aussi avec quand il y a eu les nouvelles ART qui se sont créées. Donc, non, non, au contraire, on peut tout à fait envisager de programmer des événements ensemble. C'est vraiment très ouvert. Donc, au contraire, moi, je suis disponible sans problème. Merci. Merci Audrey pour ton intervention et pour tous ces éléments de réponse.